Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Bien. Alors, dans une continuité, finalement, je voudrais vous parler de la perception du réel. C'est-à-dire que finalement, tout ça, ça tourne autour de ce qu'on comprend du monde qui nous entoure et que la décision que notre cerveau va nous imposer est fonction de la compréhension qu'il a du monde qui nous entoure. La bonne illustration de ça, c'est ces petits poissons qui sont bien tranquilles autour de la lumière. Et puis le problème, c'est que le monde peut être différent si on a une autre vision de cette lumière. C'est cette vision du monde clé de notre décision que je voudrais interroger. Alors, pour l'entrepreneur, c'est embêtant parce qu'il y a deux choses qui s'opposent. Il y a d'une part le fake it until you make it, c'est-à-dire que on nous dit bah, il faut vendre aux autres le fait qu'on va réussir pour que les autres considèrent qu'on va réussir et du coup nous aident à réussir. Donc ça pose la question de ce qu'il faut gonfler ces chiffres. Moi j'avais des clients, ils avaient monté leur boîte depuis 3 ans et puis ils décalaient dans les présentations ce qui était un chiffre d'affaires qu'ils pensaient atteindre en fin d'année en un chiffre d'affaires qu'ils mettaient sur leur graphique en milieu d'année. Et du coup, ça induisait les clients dans une forme d'erreur sur la taille qu'ils avaient vraiment. Ils étaient en très forte croissance. Donc, ils mettaient 20 millions sur l'année 3. En fait, c'était peut-être ce qu'ils allaient avoir en fin d'année 3, alors que ça apparaissait comme le chiffre qu'ils avaient fait cette année. De la même façon, on peut souvent dans des, euh, dans des business plans ou autres truquer un peu les perspectives. Et on cherche à atteindre la prophétie autoréalisatrice. À l'inverse, vous avez des gens qui souffrent de dépression. Ce qu'ils expriment, c'est qu'ils vivaient à ce moment-là dans un monde en noir et blanc ou en nuances de gris. Et le moment où ils sont sortis de la dépression, ils ont revu des couleurs. Donc la question que ça pose, c'est est-ce que l'entrepreneur, il trompe les autres ou est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'en faisant ce travail de fake it until you make it, est-ce que vous êtes en train d'amener vos partenaires à comprendre que vous êtes en train de grossir, que vous allez à toute vitesse et qu'il faut participer à ce succès? Ou est-ce que vous êtes vous en train de prendre des décisions qui sont probablement un peu trop hardies, un peu trop optimistes, un peu trop euh, euh, risquées parce que vous croyez vraiment que vous avez fait vos 20 millions cette année alors que c'est pas encore fait et que vous pouvez recruter alors que c'est un peu limite, que vous pouvez investir alors que c'est un petit peu tôt. Et donc le vrai drame de tout ça, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on dit et ce que l'on croit. On dit qu'on fait des choses et en fait on le croit. Alors ça nous amène bien sûr au mythe de la caverne. Vous connaissez ce mythe de Platon qui finalement décrit la condition humaine comme étant euh, des prisonniers enchaînés au fond d'une grotte avec un feu qui est dans leur dos et des esclaves qui passent en tenant des statues et des œuvres d'art
Et c'est la projection par la lumière de ces passages des esclaves, cette projection au fond de la caverne de de l'image de ces statues et de ces objets qu'on fait passer devant le feu, qui paraît la réalité à ceux qui sont enchaînés. Et on raconte que si un homme réussit à s'échapper et il sort à la lumière, il voit le vrai soleil, il voit la vraie réalité, quand il va revenir dans la caverne, il ne va pas être compris, il ne va pas être accepté, il ne va pas, on va le prendre pour un fou. Alors, le mythe de la caverne a été bien revisité par Matrix, hein, euh, et, euh, Et en fait, ça, c'est comment dire, toute la difficulté qu'il y a à se construire une image de la réalité et à en sortir et à changer de paradigme. Alors, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est à la lecture de Didier Raoult. Euh, Personnage controversé pour certains, grand scientifique pour d'autres. Et donc, vous savez qu'il a beaucoup parlé pendant le Covid, etc. Mais le dernier livre qu'il a sorti n'a rien à voir avec ça, et sur un thème complètement différent, puisqu'il parle de l'Homo chaoticus, et qu'il veut qu'on révise notre vision de l'évolution de l'homme. Donc, rien à voir. Rien à voir. Et il propose un changement de paradigme, puisqu'il voudrait nous faire passer de Darwin. Donc Darwin dit finalement, il y a des hasards dans l'évolution, dans la reproduction, et ces hasards vont rester ou pas en gré de l'adaptation. Donc dans l'esprit de Darwin, à un moment, une, euh, l'enfant de l'ancêtre de l'antilope est né avec une corne, et puis un peu plus tard, un autre enfant de cette antilope avec une corne est né avec deux cornes, et puis bah, deux cornes c'était mieux qu'une corne, et donc du coup l'adaptation a fait que c'est celui à deux cornes qui est resté. Bon, c'est une vision qui est contestée elle-même. Et ce que vient apporter Raoult à ça, lui qui est un microbiologiste, c'est de dire, mais et si c'était pas des hasards, mais si c'était des infections? La question c'est, est-ce que ce ne serait pas des bactéries qui viennent, en nous infectant, changer notre génétique, apporter une modification à nos gènes et qui fasse que tout d'un coup, nos descendants naissent avec une nouvelle fonction, une nouvelle capacité qui reste ou pas. Donc si on est d'accord avec ça, si on pense que c'est comme ça que ça s'est passé, on doit regarder les bactéries d'une autre façon. On doit les regarder comme un facteur d'évolution, un facteur d'amélioration, peut-être, avec évidemment du hasard. Donc en fait, une, une, euh, une, euh, une expérimentation permanente par des mélanges avec notre génétique et la génétique de micro-organismes, de bactéries, microbes, archaïques, etc. Donc on ne va plus regarder la microbiologie de la même manière. Et moi je trouve qu'il y a un cas qui est très intéressant, c'est le cas des globules blancs. Je ne sais pas si vous avez déjà régulièrement, on entend parler des, euh, des, euh, des cas de légionellose qui se développent dans certains hôpitaux. Donc la légionellose, c'est une infection, euh, mais c'est une bactérie qu'on trouve dans les chauffe-eau des collectivités, donc notamment des hôpitaux, et elle survit à 70 degrés. C'est une bactérie qui survit à 70 degrés. C'est chaud, 70 degrés. Et la raison pour laquelle elle réussit à survivre, c'est qu'elle se planque dans des amibes.
Et la raison pour laquelle la légionellose est dangereuse quand elle rentre dans le corps humain, c'est qu'elle va se planquer dans des amibes que sont les globules blancs. Donc ça semblerait indiquer que, en fait, à un moment donné, il y a des amibes qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, eh les gars, nous, on pourrait avoir une fonction chez vous. On pourrait être vos globules blancs. On serait les transporteurs de votre système immunitaire et on se baladerait dans votre système sanguin et dans votre système lymphatique et on- on serait utiles à votre écosystème. Et donc ça nous décrit finalement être humain comme un assemblage de micro-organismes. On est, euh, on est finalement un regroupement de tas de micro-organismes qui se parlent entre eux jusqu'à créer ce personnage qui vous parle aujourd'hui. Donc c'est une compréhension du monde qui change complètement. C'est une façon de voir notre existence qui est complètement différente. Et du coup, ça change nos décisions. Donc ce que je pense on peut garder de cette réflexion, c'est quelle est notre source de lumière? Finalement, est-ce qu'on regarde le soleil ou est-ce qu'on regarde les ombres projetées par le feu? Quelle est notre représentation du monde? Finalement, quelles sont les choses qu'on croit à peu près sûres autour de nous et notre façon de voir le sujet? Et comment est-ce qu'on utilise tout ça pour influer sur notre environnement en tant qu'entrepreneur sans nous tromper? Quelles limites on va pouvoir mettre à cette façon que l'on a d'essayer de changer la vision du monde des autres pour que notre business plan, notre projet d'entreprise paraisse comme non seulement réaliste, mais en plus nécessaire. Comment faire en sorte que le nouveau business model qu'on veut imposer soit celui qui va réussir? Comment est-ce que on va changer le monde euh, sans se bercer d'illusions. Je suis un peu paumé avec l'exemple, mais Lequel? tu ne seras pas surpris. C'est vraiment intéressant je suis frappé de voir à quel point on est obligé de poser la question de à quel point, enfin, il nous arrive parfois de poser des questions autour du sujet suivant. Crois-tu vraiment ce que tu racontes, ton entrepreneur? Mhm. Elle est compliquée à poser comme question, Mhm. pour une raison évidente, c'est que on n'a pas le contexte. En tout cas, on manque d'infos sur le contexte, l'expertise, le business, etc., etc. Et pourtant, en général, quand on appuie là où ça fait mal à cette occasion, il y a des trucs totalement inattendus qui se passent du côté d'entrepreneur. Donc c'est intéressant que tu nous obliges à reconvoquer le réel. Mhm. Et en même temps, on est obligé de jouer avec. Oui, oui, et d'où l'ambiguïté, nous quand on pose la question, eux quand ils racontent leur histoire, et pour le coup, on peut tout à fait comprendre que à certains moments, la narration est plus importante que le résultat. Donc tu me donnes des idées pour aller poser des questions Ouais, confrontantes. je trouve ça vachement difficile, en fait. C'est-à-dire à la fois de les faire reprendre pied dans le réel et à la fois d'admettre que c'est leur capacité à faire rêver qui crée la réalité du rêve. Yep, merci beaucoup. Alors, tu sais, il y a certains, je ne citerai pas Emmett,
qui lui fait des neurosciences, il dit que en fait finalement est-ce que la réalité existe bien ou est-ce que c'est juste une interprétation de notre cerveau de toute manière? Donc la réalité elle-même n'existe pas. C'est une interprétation de toute façon. La, la couleur n'existe pas. Les atomes n'ont pas une couleur. C'est juste qu'ils reflètent ou pas une partie de la lumière qu'il aurait envoyée. C'est pas de la couleur, c'est juste de la lumière qui arrive ou qui arrive pas, qui est captée, pas captée, qui est reflétée ou pas. C'est en fait, on a un cerveau dans sa boîte crânienne qui reçoit des vibrations et qui les interprète. Il reçoit des vibrations lumineuses, sonores, tactiles. Il le reçoit par des capteurs qui sont avec une sensibilité très variable. Nos capteurs lumineux, il y a une partie qui ne capte pas en dehors de la lumière visible, mais il y a des capteurs qui captent des rayonnements invisibles à d'autres endroits. Et tout ça, c'est l'objet d'une euh, interprétation permanente et avec des changements à tout moment dans le modèle qu'on s'était fait dans la tête. C'est ça la, la complexité du truc, mais je trouve ça très intéressant de voir que c'était déjà ce qu'on se disait au IVe siècle avant notre ère, voire un peu avant, parce que Platon, il doit être avant, il doit être plutôt au sixième siècle de mémoire. 5e siècle. Cinquième? Ouais, en fait, c'est fin 5e siècle, début 4e, parce que Socrate se fait shooter à la fin du 5e siècle. Good. Pardon, Heureusement je qu'il suis y a désolé, quelqu'un je de suis très précis dans cette grossière avec. équipe, hein. De quoi? Heureusement qu'il y a quelqu'un de précis dans cette équipe, avec un Oui, savoir oui. et une connaissance. Bah, disons que tu sais, c'est Socrate est emblématique du siècle de Périclès et il meurt en 399. Donc du coup, ouais, Platon, il est formé par Socrate fin du 5e et du coup, il exerce vraiment au 4e, quoi. Faut Donc que il je est bien valide ma quatrième. philo, décidément. Donc déjà au quatrième, on se posait, on avait cette perception du fait que notre réalité était complètement construite et susceptible d'être transformée par une nouvelle information. Mais c'est là où je pense que comment dire? Pour, si on peut le ramener sur une problématique qui nous concerne plus directement, nous autres conseillers de confiance, par exemple, il y a une perspective intéressante. C'est qu'à la fois, Platon, il pose le problème et il pose une proposition de solution à travers l'idée justement que la méthode socratique qui repose sur le questionnement, le dialogue, la maïeutique, et cetera, c'est justement une voie possible pour pouvoir, finalement, accéder au réel et contempler le ciel des idées essentielles, donc on est censé pouvoir voir quand on sort de la caverne, quoi. C'est-à-dire que l'allégorie, elle est toujours sur l'idée que le philosophe ou en tout cas la personne une personne qui est capable de porter du questionnement et tire les autres personnes de leur caverne. Alors je suis pas en train de dire: «Waouh, on doit être tous des philosophes et c'est incroyable», mais c'est plutôt la réflexion de se dire que finalement, quelque chose qui nous permet d'avoir une voie d'accès au réel, c'est justement cette pratique du questionnement et du dialogue, les uns avec les autres. Oui, Exactement. en ce sens, je me demandais si sortir de la caverne, c'est pas justement rentrer en contact avec l'autre, sortir de sa propre caverne. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sortir de la caverne n'est pas en soi suffisant, puisqu'en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à amener l'autre, d'amener à l'autre la compréhension et les infos nouvelles qu'on a récupérées. Et en fait, alors ça, c'est tout le sens des ouvrages de David Rock, c'est-à-dire
comment on arrive l'autre, comment on amène l'autre au wow effect, comment on amène l'autre au eureka moment, eh ben, c'est probablement pas la même façon que celle qui nous a été nécessaire, parce que probablement on parle à des gens qui n'ont pas tout le référentiel qu'on a eu au moment de découvrir, au moment du changement de paradigme. Et donc, il y a dans la méthode socratique cette façon de questionner l'ensemble des représentations mentales de l'autre pour savoir laquelle il lui manque avant de découvrir par lui-même ce que nous, on a découvert par nous-mêmes. Donc, la représentation de la réalité.